Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec Marwa et Nesrine qui nous parleront des pâtisseries de luxe orientales Zozati. Pour le bien-être, Naja, styliste et entrepreneuse, nous parlera de la marque Nage. Linge de maison, 100% lin, hypoallergénique et surtout ludique pour les enfants. Pour la culture, Jennifer Anaïs Garba, Digital Project Manager et danseuse, nous parlera du projet VR à destination des jeunes pour leur faire découvrir les métiers des arts et de la culture. Et dans l'instant coaching, elle est là avec nous, Julie Garel, coach et consultante en psychologie du travail. Elle nous parlera du bien-être au travail. Bonjour mesdames, comment vous allez? Bonjour Inda. Bonjour Inda. Ah, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission Tout en couleur. Merci, merci en tout cas de cette invitation et hâte en tout cas de découvrir tout ce que l'émission va nous conter. Ah, il y a beaucoup de choses, et on va commencer d'ailleurs l'émission par la rubrique Good News. Donc la rubrique Good News, vous avez vu des petites pâtisseries Zozati, des pâtisseries de luxe orientales, 100% naturelles, sans additifs, pour toutes les occasions, les mariages, les entreprises. Et c'est un très grand succès en Angleterre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Cup of Tea, ça vous dit quelque chose? Ah, d'accord. Ben voilà, et il y a des noms qui vous feront voyager, comme Zozati, paradis de fruits, infiniment praliné, douceur d'automne. Oh là là, ça donne envie ça. Hein. Allez, on va regarder ensemble Marwa et Nesrine. Nous sommes sur un stand de pâtisserie orientale Zozati. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Marwa, je crois. Hein. Marwa, et vous? Nesrine. Alors, bonjour Marwa et Nesrine. Vous pouvez nous parler, Marwa, de votre parcours et aussi de cette marque. Pourquoi le nom Zozati? Parlez-nous un petit peu de ça. Oui, bien sûr. Bienvenue déjà. Alors, je suis Marwa Nafti, la créatrice et la fondatrice de la marque Zozati. Pourquoi le nom Zozati? Parce que tout simplement, Zoza, en tunisien, c'est ce que vous voyez là maintenant, c'est une sorte de noix. Et Zozati, ça veut dire ça m'appartient, ma Zoza à moi, à ma façon, voilà. Alors, en fait, à la base, je suis diplômée en droit et sciences politiques. J'ai fait une reconversion professionnelle dans le monde de la pâtisserie en CAP pâtisserie. Après, j'ai travaillé un peu dans le monde de luxe de la pâtisserie et j'ai dit pourquoi pas, je ne sors pas un produit tunisien qui va sortir sur l'échelle internationale. On a fait des recherches pendant 1 an et demi. On a trouvé que notre produit, ça veut dire la Zoza, elle a plusieurs origines. La Tunisie, la Turquie, l'Algérie, l'Afrique du Nord et la Russie. Du coup, on s'est déplacé, on a fait nos recherches et on a essayé de sortir un produit bien fini, un produit de très haut de gamme. Ça veut dire qu'on sélectionne toujours nos produits. Je ne sais pas si vous pouvez montrer, et là vous pouvez aussi goûter pour comprendre de quoi il s'agit. Là, par exemple, on part sur un coffret praliné, pistache, noisette, yuzu japonais et mangue. On a une très très large gamme de produits sur notre site web zozati.com. Et on a notre compte Instagram. Là, comme vous voyez, voilà. Je vous remercie énormément. Ça a l'air appétissant tout ça. Donc un cœur coulant
c'est ça? Effectivement, en fait, c'est du praliné pistache, complètement pistache. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de... Enfin, notre huile, on utilise de l'huile de pépins de raisin, donc c'est génial. Est-ce que vous voulez goûter? Ne vous inquiétez pas, je vais goûter. Mais il y a plusieurs parfums qui m'intéressent. La mangue. La mangue, là, c'est travailler avec le meilleur chocolat de France. Et là, on part sur du mangue yuzu japonais. Comme ça, on essaie d'introduire des nouveaux parfums et des nouveaux arômes. Voilà. Là, c'est de la mangue. Là, non, ça c'est à croquer. La mangue, c'est du chocolat. Donc, on a plusieurs textures. Là, la mangue, par exemple, il y a du chocolat dedans. Voilà. C'est vraiment très bon, hein? Ne vous inquiétez pas. Alors, celui-là, cœur coulant, c'était lequel? À l'intérieur. Donc en fait, il y en a qui sont croquants, il y en a qui sont plutôt, voilà, comme ça, un peu fondants. Et en fait, il y en a qui sont beaucoup plus sucrés que les autres. Par exemple, là, c'est son sucre. Pistache noisette, c'est son sucre. La myrtille, c'est cœur coulant. Café, c'est cœur coulant aussi. Du coup, ça dépend. Là, on a épuisé tout notre stock. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur zozati.com, nous sommes une entreprise en ligne et bientôt on va ouvrir une boutique éphémère à Val d'Europe. Peut-être, hein, peut-être. C'est en cours de... Je ne veux pas dire ça, mais c'est en cours de négociation. En tout cas, c'est très bon, donc c'est 100% naturel, hein, c'est ça? Oui, c'est 100% naturel, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'arôme artificiel. Je fais très attention à tous les produits. Alors, on commande ces produits-là pour les mariages, les anniversaires, pour... Vraiment, on a plus. Ça veut dire ça dépend là pour les petits déjeuners, pour les mariages, pour les entreprises, pour tous les événements, parce qu'en fait, on se régale avec ça à tout moment, voilà. On s'adapte à tout, on s'adapte pour les quantités, pour les formes, peut-être pas encore pour les couleurs, mais c'est en cours. Donc en fait, si vous avez besoin d'une commande pour un événement en particulier, il faut nous envoyer un petit message avant de commander sur Instagram et nous, on s'adapte. On a plusieurs collaborations avec les entreprises, avec les cabinets d'avocats, voilà. Donc, c'est un produit de luxe qui est très très apprécié dans le domaine des affaires. Moi-même j'ai fait du coup l'expérience avec mon propre cabinet là où je travaille et c'est quelque chose qu'on réclame souvent. Donc en fait n'hésitez pas pour tous vos événements, on est là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait des femmes entrepreneuses osent faire leur entreprise, se lancer et créer dans le luxe là. Hein. Oui, bien sûr. Et voilà, il faut prendre le risque. Moi, j'aime bien prendre le risque. Et franchement, cette fois-ci, ça marche. Et on était étonnés que ça marche. Notre produit marche. Ça veut dire qu'il cartonne en Angleterre. C'est ce qui est bien parce qu'eux, ils ont tea at time, le moment où on prend leur thé. Et franchement, il en raffole, il adore ça. Eh bien, bravo à toutes les deux. On vous souhaite longue vie. C'est vraiment la conjugaison de son envie de mettre en avant un produit tunisien et puis sa formation qui est assez poussée et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce produit-là qui est très apprécié par tout le monde. C'est apprécié aussi pour nous, hein, Zozati, hein, on y va. Merci. Merci à vous. Merci Marwa et Nesrine. C'est important justement pour une femme entrepreneuse de changer. Je sais qu'on en parlait, il y a beaucoup de femmes qui changent de métier. Hein. Oui, beaucoup de femmes qui changent de métier, surtout arrivées 40 ans. Ça, c'était il y a 10 ans qu'il y avait eu toute une vague. Maintenant, on est plus sur 45-50 ans. Les femmes prennent le temps de trouver ce qui leur plaît vraiment et de trouver ce qui fait du sens pour eux. C'est ça. Et voilà. C'est important, hein, je pense, Jennifer. Oui, c'est important parce que je pense que souvent, aux âges de 30, 35, 40 ans, on a déjà une vie de famille plus ou moins avancée. C'est ça, ce que j'allais dire, oui. Les enfants commencent à être plus ou moins grands, donc on a des envies qui sont complètement différentes. Et c'est ces envies qui ont été palliées de par l'éducation des enfants. Donc maintenant que les enfants sont grands,
les envies qui étaient un peu, on va dire, de côté, reviennent. Et c'est à partir de souvent ces moments-là qu'il y a ces moments de reconversion. Donc soit dans l'art, dans la cuisine, dans plein de paramètres ou dans plein de choses, ou des métiers qui sont en décalage tout en gardant l'identité première. Ça peut être une personne qui avait cabinet d'avocat, qui devienne avocat à son compte, ou dans les métiers des usages du numérique, c'est travailler pour devenir community manager parce que ça permet de pallier aussi à la maison, puisqu'il y a beaucoup de télétravail dans ce genre de métier. Donc, l'implication des femmes est très importante, et notamment pour les femmes africaines, qui sont quand même les premières leaders qui tiennent la maison, en tout cas en Afrique. Ouais. Bah ici aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Ah, on est d'accord. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Elle gère la maison, elle gère dehors, et en même temps, bah, on en parlera tout à l'heure, justement, de ces femmes qui s'occupent des enfants et en même temps, qui ont une activité d'entrepreneuse. Là, en l'occurrence, on voit que Marwa, elle était aussi dans le droit, mais là, elle a basculé dans la pâtisserie de luxe. Et oui, c'est ce qui se passe souvent, de belles études, de grandes études. On entend beaucoup HEC, grande école de commerce. Ouais. Et puis les enfants, la vie de famille, le foyer. Et ensuite, eh bien, on retourne à ce goût d'entreprendre chez soi. Oui, voilà, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, et une grande vague en ce moment, et qui donne beaucoup d'épanouissement aux femmes. Ouais, et je sais que vous accompagnez justement ces femmes-là qui sont en reconversion professionnelle. Hein. Oui, tout à fait. On accompagne, moi et mon associé Aurélie Moisan, on accompagne ces femmes-là dans un produit de reconversion professionnelle qui s'occupe à la fois du marketing de soi, c'est-à-dire comment on va aller vendre nos produits, comme ces femmes qu'on a pu faire, qui vendent magnifiquement leurs produits et qui savent exactement ce qu'elles vendent. Et puis, de l'autre côté, savoir travailler sur ses compétences, ses capacités, parce que lorsqu'on a élevé des enfants pendant 10, 15 ans, eh ben, on ne sait pas juste faire la cuisine, on sait organiser, on sait manager, on a une vision, on sait faire avancer les gens avec soi. Et c'est ça qu'on met en lumière et en avant. Justement, je vais vous emmener encore voir donc une autre entrepreneuse qui, elle aussi, a fait une reconversion. Donc, Naja, styliste, elle aussi, elle a décidé de créer sa marque de linge de maison, cette fois, qui s'appelle Nage, 100% lin, hypoallergénique et ludique, pour les enfants qui utilisent l'image d'un petit poisson qui voyage et découvre le monde avec 3 collections différentes. Voyage en couleur, voyage avec l'alphabet, voyage en Tunisie. On regarde ensemble. Tout en couleur dans la rubrique bien-être, pour le bien-être des bébés, des enfants et des adultes. Je suis avec Naja. Bonjour Naja. Bonjour. Vous allez nous parler de votre gamme de produits et surtout aussi de la qualité de vos produits. D'accord, ok. Alors c'est la marque Nage. J'ai lancé la marque cette année, au mois de février. C'est l'histoire d'un petit poisson qui voyage dans le monde. À chaque fois, je choisis un thème et je travaille sur ce thème. J'ai créé jusqu'à maintenant 3 collections. Voyage en couleur, et voyage avec l'alphabet, et voyage en Tunisie. Donc, par exemple, en fait, la collection Voyage avec l'alphabet, j'ai choisi les lettres de l'alphabet, et comme ça, on peut décorer le coin de lecture de l'enfant. Voilà. Et j'utilise des tissus 100% lin, tissus bio, double gaz bio, et les coussins sont des coussins anallergiques, lavables et made in France. Donc j'essaye de respecter les normes pour les bébés. Voilà. Ça, c'est important justement que ce soit hypoallergénique. Voilà, tout à fait, oui. Et en même temps, c'est ludique parce que vous utilisez l'image d'un petit poisson qui voyage. Voilà, le logo, en fait, c'est un petit poisson avec les yeux fermés. En fait, ça donne envie. Parfois, en fait, les enfants, ça attire le petit poisson. Ça reste, voilà. Et après, avec les petits bulles, en fait, les enfants adorent les dessins. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit logo. Et qui vous a inspiré ce petit poisson ? En fait, j'ai dessiné comme ça avec mes enfants. Le logo, vraiment, je l'ai dessiné comme ça par hasard. Et après, il y a toute une histoire qui commençait avec cette marque. Voilà. En fait, les yeux fermés, parce que c'est les petits poissons qui découvrent le monde. Qui découvrent le monde et qui rêvent d'un monde meilleur, ils rêvent en fait d'un monde mieux. Voilà.
Et où est-ce qu'on peut vous trouver tous vos produits? Alors je travaille beaucoup sur Instagram et j'ai un site internet aussi, sur internet. Donc Nage. Nage, la marque Nage, oui. Comment ça s'écrit? Nage, N-A-J-E, Nage Création Z, le site internet.com. Et c'est vous qui faites vous-même vos créations? De création jusqu'à la réalisation, c'est moi. C'est une passion, la couture, pour vous? Non, en fait, je suis styliste à la base. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Et donc, vous avez décidé de créer votre propre marque? Tout à fait, oui. Ça vous tenait à cœur? Ça me tient à cœur, ce projet, en fait. C'est vraiment, c'est mon bébé. D'où le poisson qui ferme les yeux. C'est le bébé qui vient au monde et qui découvre le monde tout en couleur, justement. C'est l'émission Tout en couleur. Tout à fait, oui, voilà. Ça. Tout à fait. Mais merci en tout cas, Naja. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci Naja. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire de petit poisson qui ferme les yeux à la découverte du monde? Oui, c'est un peu ça, ce petit poisson, c'est l'enfant qui navigue comme ça. On aurait envie de dire à vue, mais là, avec les yeux fermés, c'est tous les autres sens qui sont en avant. Donc voilà, on est dans l'émotivité, dans l'enfance, c'est très très beau comme voyage. Ouais, les émotions, le ressenti, et j'aime bien le côté hypoallergénique aussi. Jennifer, qu'est-ce que vous en pensez de cette belle idée? Je trouve que c'est une idée en fait qui est à la fois ludique, à la fois pour les enfants et pour les adultes, parce que c'est un peu travailler aussi son enfant intérieur, l'enfant qu'on était quand on était tout petit ou adolescent, ou l'enfant en fait qu'on souhaiterait devenir avant de devenir entre guillemets adulte. Donc c'est revenir effectivement à notre créativité enfantine et effectivement en fermant les yeux, en touchant l'ensemble des 5 sens et cultiver son imaginaire. Ça, c'est important, justement. Et c'est vrai que vous parlez d'enfant intérieur. On a tous cet enfant intérieur. Il est important, justement, d'être grand, mais tout en gardant cette innocence, cette fragilité, cette âme d'enfant. On dit toujours qu'il faut grandir en gardant l'âme d'enfant. Hein. Oui, et puis en psychologie et en psychanalyse, on s'occupe beaucoup aussi auprès des femmes de leur petite fille intérieure, leur petite fille qu'il faut garder, qu'il faut chérir, voilà, qui appartient au passé, mais qui a fait de nous les femmes qu'on est aujourd'hui. C'est ça, se reconnecter, se réconcilier avec son enfant intérieur, oui. Et c'est important, une très belle phrase. Oui, tout à fait, parce que ça permet de s'assumer et de s'épanouir complètement aujourd'hui. Exactement. Alors là, on va passer justement à notre... à l'instant culture. La culture, c'est important, hein, je vous regardais. Vous êtes la culture, vous êtes l'Afrique, vous êtes à la fois le digital. Vous allez nous expliquer, avant de parler justement du projet VR, qu'est-ce que Digital Project Manager? Alors, le Digital Project Manager, c'est une personne en fait qui travaille sur tout l'environnement lié autour d'Internet. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le site Internet, ça peut être des projets liés à tout ce qui est à la réalité virtuelle et ce qu'on appelle la réalité augmentée avec les outils tels que le mobile, les tablettes et autres choses. Et le Digital Manager, c'est en gros le chef d'orchestre qui pilote tous ces projets-là. Et comme Internet est au cœur actuellement de tous nos usages au quotidien, donc c'est vraiment ce chef d'orchestre-là. D'accord. Alors, depuis quand vous êtes justement dans ce métier-là? Alors, ça va faire plus d'une dizaine d'années que je suis dans le métier du digital. J'ai commencé, comme toute personne, en travaillant plutôt sur tout ce qui est les sites Internet, c'est-à-dire que la refonte d'un site, ce qu'on appelle la colorométrie, c'est-à-dire que le site soit dans des usages, voilà, ou ce qu'on appelle l'environnement, quand on va sur un site qui permet d'attirer l'œil dans un premier temps, que la personne reste sur le site, voilà, pour avoir ce qu'on appelle une expérience immersive, c'est-à-dire que qui permet soit d'aller dans un environnement un peu ludique tel qu'on vient de le terminer, ou un peu plus on va dire pushy, c'est-à-dire pour cliquer, pour que vous puissiez payer dans votre panier moyen, d'une certaine manière, voilà. Donc attirer
attirer l'œil pour pouvoir faire consommer la personne qui regarde le site, c'est ça? Oui, ça peut être comme les pâtisseries tout à l'heure, voilà. Ou ça peut être du voyage, ou ça peut être... voilà, vraiment, c'est tous ces outils-là qui sont mis en place, et notamment aussi pour sentir ce que est le besoin, entre guillemets, de l'internaute à travers les réseaux sociaux, en les aliments, ou ce genre de choses. Voilà. Il y a des enquêtes qui sont faites pour pouvoir amener justement à faire vraiment, par exemple, je sais pas moi, packaging, le look du site. Tout à fait. Donc, effectivement, le digital, c'est différents types de métiers. Donc, il y a effectivement ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle l'ergonomie du site pour qu'il soit un peu plus sexy. Il y a ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle les moteurs de recherche, c'est-à-dire que quand vous tapez sur Google et autres, qui vous permet justement d'être référencé, ce qu'on appelle, dès que vous tapez quelque chose, donc ça, c'est un autre type de métier. Il y a tout ce qui est la publicité sur Internet, donc Google Ads ou ce genre de choses. Et il y a tous les autres métiers qui sont annexes, qui viennent et qui se greffent autour. Voilà, pour résumer, si je ne suis pas trop compliquée dans mes propos. Non, ça va, on a tout compris. Voilà. Ça va. Multitude de métiers pour aller dans le même sens. La valorisation, par exemple, d'un site. Et surtout, il faut être imaginatif et créatif. Tout à fait. C'est important, ça, la créativité. Alors justement, Jennifer, aujourd'hui, vous venez nous parler du projet VR. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet VR ? Alors, le projet VR, c'est un projet de réalité virtuelle où on utilise de jolies lunettes. Je vous montre les grosses lunettes que vous voyez actuellement. Voilà. C'est en fait un outil ludique qui permet justement aux enfants ou aux adultes en fait, d'être en immersion totale et dans cette immersion de découvrir certaines choses. Donc, soit c'est une expérience, je ne sais pas, de musée par exemple, vous êtes en pleine immersion dans un musée. Ou ça peut être dans le cadre de le projet qui s'appelle Immersion, donc l'immersion en tant que telle, sur les métiers de la culture. C'est-à-dire que c'est à la destination de la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît le danseur, même si je suis moi-même danseuse. Oui, ce que j'allais dire. Danseur, on connaît les chanteurs, mais on ne connaît pas tous les métiers annexes qui sont derrière. Et du coup, quand, par exemple, pour tout parent, on arrive à 14-15 ans, c'est toujours la période où on va avoir le conseiller d'éducation sur les parents pour avoir un panel de métiers, etc. Le projet VR va dans ce sens-là. C'est dans le sens, j'ai envie d'être dans le métier de la culture, j'ai envie de travailler, par exemple, dans les jeux vidéo ou ce genre de choses, où je vais être... je travaillais par exemple dans un théâtre, mais le théâtre, c'est pas forcément que les acteurs sur scène. Il y a les décors, il y a tout ce qui est derrière. Et en fait, c'est le Centre des cultures d'Afrique qui régit justement les mouvements des créatifs africains, qui est un forum justement qui met en exergue ces industries-là, a voulu justement mettre en avant ça pour les jeunes. Et bon, par exemple, voilà, vous êtes à l'Olympia. Vous êtes immersiez par exemple dans l'Olympia et on va vous montrer tout le rôle par exemple du metteur en scène qui est juste derrière. Ça peut être, bon, moi je suis danseuse, je prêche ma paroisse, je suis danseur, mais le danseur il est chorégraphe, il y a des assistants chorégraphes qui sont derrière, il y a effectivement le costumier pour autre chose. Donc c'est tous ces métiers-là en fait en usage qu'on a voulu mettre scénarisé autour de la VR pour les enfants dans une séquence entre 5 et 15 minutes où ils sont en totale immersion à travers justement cet outil. Et c'est super ça, hein. Qu'est-ce que vous pensez? C'est super. Alors, on met les lunettes et là, on est vraiment dans cette atmosphère de réalité virtuelle. Tout à fait. Moi, je suis complètement concernée. J'ai mon fils qui a 14 ans, qui est complètement dans cet âge-là de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il y a des stages, il y a ce genre de choses. Mais c'est vrai que tous les métiers cachés du spectacle, c'est compliqué de savoir comment ça se passe et que font vraiment les gens, quoi. Donc, oui, je pense que c'est une idée qui est vraiment... parfaite. Puis on ne peut pas faire des stages dans tous les domaines. Donc la réalité virtuelle, elle est importante dans ce sens où ça va permettre aux jeunes de connaître différents métiers. C'est ça, hein, je pense. Hein? Justement, c'est pour ça. C'est vraiment pour que les jeunes puissent connaître effectivement tous ces différents métiers ou des adultes qui peuvent être aussi en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que
On a parlé des femmes tout à l'heure sur le côté entrepreneurial, ou pour tout entrepreneur justement de la culture qui connaît par exemple, je sais pas, un directeur artistique. Le directeur artistique, en fonction de l'endroit où vous êtes, ce n'est pas du tout la même appétence en compétences. Et donc du coup, à travers la réalité virtuelle, ça permet justement de comprendre quels sont ces métiers, ces usages, et ça peut être aussi un élément déclencheur de la décision de cette reconversion ou du métier recherché par le jeune. Comment les jeunes justement réagissent avec la réalité virtuelle? Comment ils l'accueillent? Les jeunes, en fait, la réalité virtuelle, déjà, on prend toujours ça de manière un peu plus extérieure, mais à partir du moment où vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes déjà dans une réalité virtuelle, puisque vous êtes en pleine immersion dans un jeu avec une mission, et à la fin de cette mission, quel que soit le jeu, donc soit vous gagnez, donc ça peut être comme les Sims, ça peut être des jeux éducatifs intelligents, ou autres. Et les jeunes adorent la réalité virtuelle, mais nous, on voulait qu'au-delà que ce soit d'un côté ludique, on voulait que ce soit d'un côté aussi praticité dans l'usage du quotidien. Et c'est l'objet justement de ce projet Immersio qui est chapeauté par l'Île-de-France et qui est chapeauté par Altus Form, dont je salue Alain Jolance qui participe à l'élaboration justement de ce projet. Donc ça sera effectivement sur l'ensemble de l'Île-de-France, dans les collèges, lycées et autres. Et à ce sens, c'est Noël. Donc, dans le cadre justement de ce projet-là, on a besoin de financer 10, parce que ça nécessite quand même un coût. Voilà. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations justement sur le site, soit lemoca-.com ou sur le Facebook, qui est le Centre des Cultures d'Afrique, qui est la page. Et vous aurez toutes les informations justement sur ce projet Immersio. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce Centre des Cultures d'Afrique? Alors, le Centre des Cultures d'Afrique a été initié par toute une équipe, dont le fondateur était Hilaire Penda et le secrétaire Alain Bidjek. C'était justement pour rassembler, on avait besoin en fait d'éléments pour tous les gens qui sont en appétence avec l'Afrique, c'est-à-dire les gens de la diaspora et originaires d'Afrique, etc., d'avoir un lieu qui permettait justement de mettre en valeur toutes les industries créatives et culturelles. Donc, de ce constat-là a été initié le Centre de Culture d'Afrique, qui est devenu par la suite un forum qui s'appelle le MOCA, le Mouvement des Créatifs Africains, qui met en exergue sous 4 axes. Un axe conférence pour que les acteurs se rencontrent, un axe justement synergie pour faire des collaborations et du networking, un axe laboratoire où on conjugue les arts, et un axe justement qui permet de restituer tout ça dans un nombre en France et en Afrique. Donc on était parti à Kigali en juillet dernier, et là on partira sur le printemps 2023 au Maroc. Eh ben c'est super, et du coup, très beau projet. Ce projet-là, du coup, Immersio sera effectivement à Paris, mais on l'initiera aussi au Maroc pour que tous les enfants qui seront présents sur cet événement-là puissent effectivement découvrir ces métiers-là aussi. Puissent en bénéficier. Et puissent en bénéficier sur le territoire marocain. C'est important justement ces partages et ces échanges entre les pays. Là, la France, le Maroc, et donc dans d'autres pays. Oui, tout à fait. C'est un très beau projet en tout cas. On voit que vous êtes une passionnée de tous ces projets, de la culture. Vous êtes amoureuse de la culture. Alors, je suis une amoureuse de la culture parce que pour moi, la culture, c'est un devoir. Moi-même, avant de travailler dans le cadre du MOCA, je suis une dirigeante moi-même aussi associative, femme. J'avais besoin de diffuser, de partager cette culture à travers un collectif qui s'appelait Racine, parce que pour moi, le devoir et l'honneur d'honorer sa terre, c'est à travers la culture, parce que la culture et les cultures, avec 3 points de suspension, puisqu'on vient tous de quelque part, et de cette culture-là, en fait, ça permet justement de voyager, de créer des synergies et d'être à la rencontre de l'autre. Et la culture est un peu le parent pauvre, entre guillemets, des autres activités, alors que c'est un vecteur de changement et d'avancement. Et je suis une engageante, militante de cet axe-là, parce qu'on a besoin de culture, que ce soit en France, etc. On a bien vu qu'avec le Covid, c'est le secteur qui a été le plus touché, que ce soit les danseurs, les musées et autres.
Et donc, les outils digitaux ont accéléré justement ces processus-là. Et la VR est un des outils justement qui permet de garder le lien tout en ayant un autre regard justement sur la culture, pour ceux en tout cas qui n'ont pas accès dans un certain moment, et pour ceux qui pourront aller après sur ces territoires. Ça coûte cher, ces masques de réalité virtuelle? Les masques de réalité virtuelle, il y a différents types de marques pour ne pas les citer, mais en règle générale, c'est quand même 500 € l'unité. 500 €? Oui, à peu près. Donc, il y a différents types, mais je vous donne une fourchette à peu près de 500 €. Voilà. D'où l'appel, justement. D'où l'appel, justement. En plus, c'est Noël, on pense aux enfants. Et puis, le fait que c'est Noël aussi, puisque c'est une association, donc c'est défiscalisé. Donc, il y a une cagnotte qui est justement sur les liens que je vous ai cités sur le Centre des cultures d'Afrique, qui vous permettra de donner. Et en échange, en fait, vous avez différentes étapes avec une expérience. Celui, justement, qui donne le plus gros aura même la possibilité d'avoir cette jolie expérience virtuelle en avant-première par rapport à ça. Voilà. Et il fera aussi une bonne action pour les jeunes, pour leur permettre justement de découvrir un univers, cet univers justement virtuel, mais aussi l'univers de la culture et puis aussi de où est-ce qu'ils veulent aller, hein, ça c'est important, quel métier ils veulent faire. Tout à fait. Donc, et merci en tout cas, merci Jennifer, Anaïs Garba pour toutes ces précisions, ces projets qui sont importants pour notre jeunesse. Bon, on va continuer avec notre invitée, Julie Garel, donc coach et consultante en psychologie du travail. Et bien aujourd'hui, elle vient nous parler du bien-être au travail. Merci pour cette présentation. Et oui, en effet, je suis coach et consultante en psychologie du travail. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bien-être au travail parce que c'est ce qu'on voit le plus dans nos magazines, mais c'est surtout parce qu'on est extrêmement concerné par le sujet. Et je voulais faire une mise au point, d'ailleurs, juste pour commencer, puisqu'on associe souvent tout ce qui est bien-être à ce qui est bonheur et au bonheur au travail. Et donc cette question que l'on revoit souvent, est-ce qu'on doit être heureux au travail? Et j'avais une réponse tout simple qui est non. On n'est pas obligé d'être heureux au travail. Par contre, le travail est bien sûr un outil d'épanouissement, d'accomplissement. Et ce qui est différent d'un outil de bonheur et de production de bonheur. Voilà, c'était le premier point que je voulais mettre. D'être voilà. heureux. Oui, c'est important d'être. C'est important. Ah oui, mais c'est pas obligatoire. Et non, c'est pas obligatoire. Ça peut participer. C'est quand même mieux. C'est vrai si on se lève le matin et qu'on est ravi d'aller au bureau ou bien de passer de sa cuisine à voilà son espace de travail si on travaille chez soi. Bien sûr, c'est très important. Mais il faut avant tout compter sur sa vie, son entourage, l'harmonie qu'on peut créer autour de soi pour être heureux. Et voilà, c'est ça que je voulais avant tout remettre en place aujourd'hui. Donc voilà, il faut pas être, c'est pas obligatoire d'être heureux, mais bon, quand même chercher quelque chose qui va nous permettre d'être épanouis. Mais oui, tout à fait, parce que ça peut être quand même très culpabilisant. Ah oui, il y a des métiers qui font pas rêver. Alors Inda, aujourd'hui, on parle pas du métier de présentatrice, parce que là, c'est tout un bonheur. Mais il y a des métiers qui font pas spécialement plaisir. C'est du travail quand même, il y a des travails qui sont difficiles. Il y a des travails qui sont très difficiles. Oui, bien sûr, dans le bâtiment. Peut valoriser aussi, voilà, ce genre de choses. Et voilà, il faut penser à ces personnes qui lisent et qui voient autour d'eux, soyez heureux dans votre travail. Eh ben, j'ai envie de leur dire non, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez chercher le bonheur tout autour de vous, en dehors de votre travail, même si je sais que ça prend énormément de temps dans votre journée, bien sûr. Le travail, c'est sûr. On est, on va dire, du matin au soir avec ses collègues de travail. Tout à fait. Si on ne s'entend pas avec ses collègues de travail, bon, quand on travaille à la maison, ça va. On peut être sur le canapé, se prendre un petit chocolat chaud, puis en même temps travailler. Donc, on est bien avec soi-même, j'espère. Mais c'est vrai que quand on est au travail et qu'on ne s'entend pas trop avec la hiérarchie ou les collègues, c'est difficile. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une autre partie de mon travail qui consiste en résolution de conflits et coopération, parce que je suis également médiatrice. Et c'est vrai que c'est toute une histoire d'être au travail, avec ses collègues autour de soi, avec ses managers. Et on remarque bien souvent que pour travailler sur
Au niveau du travail, pour être au niveau du travail et être bien au niveau du travail, on s'aperçoit que c'est comme quand on est en famille, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience des tenants et des aboutissants, des relations qu'on a avec ses collègues proches, de la relation qu'on peut avoir avec son patron ou son manager, dès qu'on peut s'apercevoir que ce type de relation est comme les relations qu'on peut avoir dans une famille, eh bien ça déculpabilise, ça remet les choses à leur place. Mais ça, c'est très très difficile à voir clair et seul lorsqu'on n'est pas accompagné. Oui, c'est ce que j'allais dire, il faut en prendre conscience. Et si on n'a pas quelqu'un à côté de nous, un coach ou une personne qui nous aide à gérer parfois certains conflits, des conflits en soi aussi. Bien sûr. Il faut prendre conscience qu'il y a déjà en soi des conflits. Et oui, et c'est l'un des premiers éclairages. C'est-à-dire que quand vous voyez du conflit autour de vous, c'est que parfois... j'ai envie de dire bien souvent, il y a du conflit à l'intérieur. C'est ça. Voilà, et c'est ça que je vais rechercher. Voilà, je cherche ce conflit intérieur que vous avez. Et puis, ensuite, on travaille ensemble pour... Le déprogrammer ? Ah, alors... Oui, j'aime bien le côté déprogrammé, ça nous rapproche de Jennifer. Et moi, je vois plutôt le côté pelote de laine le fait de défaire un tricot, peut-être ce genre de choses. Donc voilà, on garde la laine tout de même dans son état originel et ce pourquoi, mais on vient défaire les petits nœuds. On vient relier, voir d'où ça vient, qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui n'allait pas. Et quand on voit, le problème n'est pas spécialement résolu, mais on est beaucoup plus au clair et beaucoup plus serein avec soi-même. Alors, comment faire pour équilibrer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la maison ou alors qui, en même temps, ont des enfants. Bon, il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui sont célibataires. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Tout à fait. Donc, comment allier à la fois la vie de famille et le travail ? Alors ça, c'est très compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer ça pour que ce soit beaucoup plus simple. Travailler chez soi, on n'a pas spécialement une pièce. Si vous avez un bureau, vous êtes très chanceux, mais on n'a pas toujours un bureau pour soi. C'est vrai, par contre, il est très important de se créer un cocon, un lieu. Voilà. Et ensuite, une fois que ce cocon est créé, ce bureau est créé, ce petit atelier dans un coin de votre appartement ou de votre maison est créé, il est très important aussi de venir communiquer dans votre famille sur ce petit coin. C'est-à-dire que lorsque vous êtes assis à votre bureau, lorsque vous êtes en train de faire vos créations, j'ai des clientes qui sont créatrices et qui font des bijoux, ce genre de choses, c'est de prévenir l'entourage, les enfants, que là, c'est le moment où maman, elle prend sa casquette d'entrepreneur et elle travaille. Et on sait avoir de l'autorité pour dire aux enfants d'aller se coucher, on sait avoir de l'autorité pour leur dire « mettez vos chaussures ». Il faut aussi prendre cette même autorité pour s'affirmer et dire que je prends ma casquette d'entrepreneur. Vous voyez que voilà, maman réalise quelque chose d'important pour elle, qui l'épanouit énormément. Eh bien, voilà, ce sont les limites de mon espace de travail et je ne suis pas disponible. Et alors, je ne suis pas disponible pour mes enfants, mais je ne suis pas disponible, alors désolé monsieur, mais je ne suis pas disponible pour vous non plus. C'est-à-dire que... oui, là c'est mon temps pour moi, je travaille. Donc là, il ne faut pas venir me déranger. C'est-à-dire que monsieur, vous allez trouver tout seul le chemin de la cuisine pour faire à manger, vous occuper des enfants. Pour réchauffer, ce genre de choses. Voilà. Mais en fait, cette autorité que l'on peut avoir et ce management... Oui, parce que c'est du management. C'est du management. Bien sûr. Voilà. On s'arrête peut-être de travailler quelques années pour élever ses enfants, mais c'est du management et ça doit être reconnu. Oui. Donc ce management doit aussi vous servir à vous mettre, à vous créer ce cocon, à vous protéger au moment où vous êtes en train de créer et de produire. Donc en clair, c'est important de créer ce cocon, cet univers de travail, pour le dissocier du lieu d'habitation. Vraiment, un bureau, ces petits stylos, en fait, on fait ces petites manies, ces petites gommes à côté et tout, mais vraiment son lieu à soi, pour pouvoir couper et vraiment... encore une fois, je pense qu'on est dans la programmation. Je me programme, je suis dans mon bureau, je travaille, donc c'est comme si j'étais à l'extérieur,
avec mes collègues de travail, mais là, je suis avec moi-même et mon bureau. Et ça peut très bien se modéliser. Moi, le conseil que je donne, c'est cet achat de tapis. C'est-à-dire, c'est le tapis qui vient déterminer comme si c'était une pièce de vie à l'intérieur. C'est-à-dire, là où vous mettez votre bureau, là où vous mettez votre atelier, même si c'est juste 2 tréteaux et une planche, le tapis va venir déterminer votre espace de travail. Et ça va beaucoup vous aider aussi à dire, eh ben, lorsque je suis sur ce tapis, sur cet espace, je suis dans mon bureau, je travaille. D'accord, dans mon espace, quoi. Tout à fait. Et les enfants, le temps que je travaille, vous restez dans votre espace. C'est tout à fait ça. Donc là, on a vu deux systèmes, c'est-à-dire qu'on a l'espace, on se crée l'espace, et on crée l'autorité et la communication qui va avec cet espace pour que cet espace soit respecté. Parce qu'il y a aussi ça, il ne faut pas oublier qu'on est à l'intérieur d'une maison. Oui, voilà, on est dans sa maison. Et ça peut mettre du temps aussi pour que la famille comprenne qu'il y a un changement. Voilà, surtout un enfant, on va dire, un enfant de 3 à 6, 7 ans, maman, papa. Hein. C'est tout à fait ça. Donc c'est difficile. Hein. Oui. Alors le 3e point, ça va être de couper le moment où on l'en arrête. Parce que lorsque beaucoup de monde maintenant travaille en télétravail, on n'est plus obligé d'aller d'un point A à un point B pour relier son lieu de travail. Il y a aussi ce grand moment qui est le moment où l'on arrête. Alors ça peut être assez facile avec le moment où il y a tous les enfants qui rentrent de l'école. Et là, bizarrement, vous n'avez pas le choix. Il y a le goûter. Faut s'occuper du goûter. Voilà, c'est ça. Et puis gérer un petit peu les enfants qui font leurs devoirs. Mais voilà, il faut aussi accepter de couper, accepter de déconnecter, accepter de laisser le téléphone de côté pour toutes les notifications. Et ça, il en va de votre santé mentale. On n'est pas juste là dans un respect familial. On est aussi dans un respect de santé mentale, de sa propre santé mentale, de respecter qu'on a besoin de repos. Voilà. De rythme. On a besoin de rythme, d'horaire, donc de savoir couper, c'est important. Même si je travaille à la maison, je dois savoir couper. Tout à fait. À telle heure, il y a, par exemple, les enfants rentrent de l'école, eh bien, je dois couper en même temps qu'eux pour profiter de ma famille aussi. Oui, tout à fait. Pour pas qu'il y ait ce retour de bâton, comme on peut dire, qui crée cette culpabilité. C'est-à-dire que je suis à la maison et les enfants sont en vacances. Là, ils sont en vacances. On est dans les vacances. Et je ne m'occupe pas de mes enfants. Ah, voilà. Et donc ça, c'est très culpabilisant. Sauf que si vous décidez de mettre en place une organisation, un lieu, une autorité, et ensuite des horaires, eh bien, tout est cadré. Vous êtes droite dans vos potes. C'est ça. Et vous êtes honnête avec vous-même. Vous êtes honnête dans la communication avec votre famille, vos enfants. Et ensuite, vous êtes honnête avec vos partenaires de travail qui peuvent communiquer avec vous avec le téléphone. Mais à telle heure, voilà, ça s'arrête. Respect. Et c'est important parce que les enfants, je ne sais pas, les enfants, quand on travaille trop, tu t'occupes jamais de moi, hein, tu travailles toujours. Hein. C'est ça, il y a cette culpabilité qui revient très vite. Alors, on a l'impression d'avoir créé des petits monstres des fois. Oui, ils apprennent ce genre de choses. Mais c'est exactement... Alors, c'est important, oui, c'est important de se créer des preuves comme quoi on s'occupe de ses enfants. Et donc, non, mon petit, maman s'occupe de toi, puisque regarde, il est 18h. Et je ne suis plus dans mon espace de travail. Le téléphone, il est coupé, il est à l'envers. Et viens, on va faire tes devoirs. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jennifer ? Je trouve que c'est, pour rebondir à ce que tu viens de dire, effectivement, le fait d'ancrer un vrai territoire justement pour marquer la rupture entre la vie quotidienne et la vie, etc., c'est très bien. Je trouve que la symbolique du tapis est très bien et très justifiée. Et c'est surtout que c'est vrai que, bon, moi, j'ai pas encore d'enfants, mais... pour mes neveux et nièces, bon, quand on est né aussi de fratries, de petits-enfants, donc on est un peu la deuxième maman d'une certaine manière, mais on sait très bien qu'entre 5 et 10 ans, dès qu'on commence à tout travailler, ou même moi, mes activités, j'arrive avec mon ordinateur. Ouais, mais tata, t'as fait quoi? Moi, je veux mon goûter. Moi, j'ai fait ci, cela. Et puis tu les regardes, tu te dis. D'où le cadrage que tu viens d'évoquer, c'est oui, regarde, il est telle heure. Donc, je termine à telle heure. En attendant, tu fais ça, ça. Et quand j'aurai fini, je viens et je m'occupe de toi.
Et c'est vrai que justement, cette mise en place et cette organisation est très, très importante et essentielle. Ouais. Non, mais des fois, les enfants, ils ne respectent pas trop. Il faut vraiment toujours, surtout quand on travaille à la maison. Hein. Mais oui, mais c'est le but de l'enfant, de jouer avec nos limites. Et je dis nos limites pour ne pas dire nos nerfs, mais voilà, c'est ça. Et ils vont venir régulièrement questionner. Et il ne faudra pas bouger la ligne, il faudra, voilà, Jennifer l'a très bien dit, c'est-à-dire que montrer à telle heure, je serai disponible, je te l'ai expliqué hier, et si tu veux, je te le réexplique demain. Ou alors, quand vous êtes au téléphone avec un client, maman, il vient parler. Donc c'est vrai que c'est difficile à la maison. Il faut vraiment, je pense, répéter ses limites, répéter, être rigoureuse, quoi. C'est très important. Et puis j'ai surtout quelque chose à dire. Sur ce cas-là, il y a zéro culpabilité à avoir. Vous travaillez de chez vous, vous avez des enfants. Eh bien, assumez le fait de travailler de chez vous et d'avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est adorable, ça n'a pas à vous déranger qu'il y ait votre petit dernier qui vienne demander un pain au chocolat ou quoi que ce soit. Je veux dire, les fois où j'ai laissé, par exemple, mes enfants parler pendant que j'étais au téléphone, je leur explique que je suis au téléphone, mais ça a toujours fait sourire mes interlocuteurs. Donc, essayez, testez, essayez de ne pas vous mettre de la pression. Laissez vos enfants parler, ça va durer 2 petites secondes, vous allez juste lui dire que vous terminez votre conversation. Ça va peut-être même créer un lien de proximité avec la personne que vous avez au téléphone, qui peut avoir des enfants, qui doit savoir à quoi ça ressemble quand même des enfants. Donc voilà, et voilà, et créer... On vit aujourd'hui en famille, on travaille chez soi, il y a des limites qu'il faut bouger. Et voilà, c'est important de déculpabiliser là-dessus aussi. Votre énergie, elle doit passer sur le fait que vous produisez de l'énergie, que vous produisez des produits pour faire plaisir aux autres. Elle n'a pas à passer dans le fait que vous devez camoufler le fait que vous travaillez chez vous et que vous avez des enfants. Et puis et puis je pense qu'on peut faire les deux. Aujourd'hui, on fait les deux de façon. On est à la fois maman, on est à la fois entrepreneuse, on est à la fois tout. Hein, mais on le fait depuis toujours. Des Wonder Woman dans tous les domaines. Mais c'est important justement de pouvoir... J'aime beaucoup ce que vous avez dit, Julie, ne pas culpabiliser. Ah mais oui. Mais moi, ce sont mes deux fers de lance, c'est-à-dire que c'est la direction, la vision, c'est l'harmonie. C'est-à-dire, voilà, quel est l'équilibre entre pro et perso. Chercher l'harmonie, ça va changer tout le temps. Le monde bouge comme ça, c'est ça, de toute façon. Et puis, l'autre côté, c'est ne pas culpabiliser. Ce qui nous fait culpabiliser, c'est le regard des autres qu'il y a autour de nous, alors que le nôtre, il est quand même beaucoup plus important. Voilà. Moi aussi, parfois, je culpabilise et je me pose beaucoup de questions. Mais le plus important, c'est voilà, de se sentir complètement épanoui, juste à sa place, et de prendre plaisir à ça, quoi. Puis donner beaucoup d'amour à ses enfants quand on est parent. Et quand on n'est pas parent, se donner beaucoup d'amour à soi. C'est important parce que la culpabilité, malheureusement, ce sont des énergies négatives qui vont vampiriser notre propre énergie. Oui, et tout à fait. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Faites-vous du bien. Ah oui, tout à fait. Demandez-vous pourquoi vous avez mal au ventre trop souvent. Si je peux passer ce message-là. Oui, c'est exactement ça. C'est là, c'est le lieu, hein, c'est le lieu de la culpabilité. C'est ça. Voilà. Oui. Merci en tout cas à toutes les deux. Avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est les fêtes. Hein. Vous souhaite de bonnes fêtes. Ah, mais également, très bonnes fêtes. Merci à toi, merci en tout cas à toute l'équipe d'RTV, merci pour cette belle et jolie émission. Passez de très très bonnes fêtes, prenez soin de vous et soyez tous en famille. Et une pensée aussi pour des personnes justement qui n'ont pas la possibilité d'être en famille, notamment à Noël, mais en tout cas, un très très beau Noël et très belle fête de fin d'année à tous. Oui, moi aussi, je veux dire un mot à tout le monde. Déjà, merci à RTV, merci Linda. C'était vraiment un moment très chaleureux et très agréable. De bonnes fêtes à vous. Et puis, je peux vous retrouver sur mon site Simplexité Médiation et passer de très bonnes fêtes en famille. J'ai pas entendu le nom du site. Ah, bah alors je vais le redire. Oui. Simplexité Médiation. Simple.
Simplexité, c'est comme la complexité. Ah, simplexité, médiation. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait répéter. Parce que... C'est parce que je le connais, alors je le dis trop vite. Ah bah oui. Donc simplexité, médiation. Merci beaucoup à toutes les deux en tout cas. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission toute en couleur, du bonheur, de la joie. Voilà, ne culpabilisez pas et surtout passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et à très bientôt. Au revoir.